Bonjour tout le monde, bienvenue à l'atelier d'aujourd'hui Vivez un Scratch Meetup. On vous remercie d'avoir choisi notre atelier cet après-midi, de prendre le temps de vous connecter. Et on espère que vous allez ressortir de l'atelier avec le goût d'intégrer Scratch en classe. J'ouvre la parenthèse, ça s'applique vraiment dans toutes les matières. Et on espère que vous allez aussi avoir le goût de vous joindre à notre communauté de pratique qu'on appelle un Scratch Meetup. Donc aujourd'hui, c'est une session bilingue. Vous allez voir, on est plusieurs à co-animer. On va toujours commencer par le français, puis ensuite, on va traduire vers l'anglais. Alors, que vous soyez débutant, intermédiaire ou avancé, il n'y a aucun problème. Tout le monde est le bienvenu dans notre atelier. Vous allez voir le 2 tiers de l'atelier aujourd'hui, ça va être un peu d'explorer Scratch et par la suite, nous allons discuter de la communauté de pratique des Scratch Meetups. On prône beaucoup l'interaction dans nos ateliers et main sur les touches. Aujourd'hui, c'est un peu un format plus statique, mais on va tout de même essayer d'intégrer un peu d'interactivité dans la présentation. Alors, vous allez avoir du temps pour explorer Scratch. Et finalement, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le clavardage. On va tenter d'y répondre. C'est sûr qu'on est nombreux. Je pense qu'on est quelques centaines de participants. Alors, à la toute fin, on va recevoir vos questions par courriel, puis on va prendre le temps d'y répondre par la suite. C'est correct. Sinon, tous les documents aujourd'hui vont être accessibles. On va vous montrer le lien dans la prochaine diapositive. So, hi everyone, now the English version. We wanted to welcome you to our workshop, Come Experience a Scratch Meetup. We are so happy to be here with you today, and we want to thank you for joining the workshop. We hope that you're going to leave today with a handful of takeaways and the sparkle in your eye or the gentle push to try Scratch in class. It's good for all subject areas, so don't worry if you're in languages, math, science, it's good for everything. And we also hope that you're going to be eager to join our community of practice called Scratch Ed Meetups. So if you are a beginner, intermediate, or advanced, don't worry, everyone is welcome here today. We're actually going to spend about 2/3 of the workshop exploring Scratch together. And then finally, we'll present the community of practice called those famous Scratch Ed Meetups. We really like interactivity in our workshops, hands-on learning by doing. It'll be a bit difficult today since we're a few hundred participants, but however, we're still going to try and we're going to get you scratching during the next hour. So next slide, I'll just present the team. Donc, l'atelier est co-animé par 2 services du récit. Nous avons le récit MST, donc Maths, Sciences et Technologies, et le récit pour les services à la communauté anglophone. Juste en dessous du titre, vous voyez le lien vers la présentation qui sera rendu public. C'est vraiment une banque de ressources, donc n'hésitez pas à la télécharger. À gauche, nous avons Sonia Fizet, qui est notre incroyable collègue au récit MST, suivie de Christine Truesdale, qui est directrice des services pédagogiques chez Learn, qui représente le récit service anglophone. Ensuite, on a Thomas Stenzel, notre expert en adaptation scolaire, Chris Colley, Caroline Buteau et Craig Bullitt. Nous sommes tous des récits et on aime beaucoup intégrer la technologie et la créativité. Alors, sans plus tarder, en fait, je vais le faire en anglais, c'est vrai. We're two collaborators today. We have the Récit Math, Science, Technology, and English community. So we're collaborating today on today's Scratch workshop. You have the link to the presentation, which will be public. Don't hesitate to download it onto your computer. It's an amazing bank of resources. And then at the bottom here are the presenters for today. Sonia Fizet, who is our awesome collaborator with the Math, Science, Technology Récit team. Christine Truesdale, who is the Director of PED Services at Learn. And then Thomas, Chris, Carolyn, and Craig, we are all Récit colleagues at Learn. So without further ado, I'm going to pass the mic to Sonia and Craig. Enjoy the session. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet avec la présentation et l'outil de Scratch qu'on a choisi, on fait seulement vous signaler que si vous n'avez pas vu encore le cadre de référence de la compétence numérique, ça peut être intéressant de le voir. On y présente 12 dimensions. Lorsqu'on fait de la programmation avec Scratch, on voit assez facilement qu'on peut toucher 7 des 12 dimensions. Donc, c'est vraiment une activité à privilégier dans vos classes. And as Sonia mentioned, so you can see the digital competency there, the wheel with the 12 dimensions. We've circled 7 of those dimensions, knowing that all 12 are possible really in every application, but those are the focus of today's presentation. Un aspect dont on traite beaucoup, c'est toujours de penser, en faisant référence à la recherche de Mme Romero et Mme Lafrenière,
de voir comment on peut intégrer les outils numériques, mais pour favoriser, dans le fond, le plus possible l'engagement des jeunes. Et ce qu'elles ont dégagé par leur étude, c'est que les élèves consomment beaucoup d'Internet, c'est-à-dire qu'ils regardent des vidéos, ils écoutent de la musique, mais ce qu'on cherche à faire au niveau pédagogique, c'est dans le fond, d'engager les jeunes en utilisant des outils comme Scratch, où on va permettre aux jeunes de faire de la création et même de la création en équipe. Alors, selon l'étude, ça permet aux jeunes donc d'être plus engagés et c'est vraiment l'objectif, notre intention avec cette formation-là et cet outil de Scratch. So with this model, you can see in the slide, we see participant engagement increase as we move from a more passive usage of ICT as a consumer towards becoming participatory, so more of a creator or a co-creator with ICT. And that's where we're going today with Scratch. Alors, pour ceux qui n'ont jamais vu Scratch, on va vous présenter aujourd'hui 3 courts programmes qui nous permettent de faire le tour un petit peu des styles de blocs. Pour aujourd'hui, on vous suggère de ne pas vous créer de compte si vous n'en avez pas. On peut très bien travailler avec les élèves, même lors des premières périodes, directement dans la plateforme. C'est sûr que si on veut enregistrer nos programmes, il faut avoir un compte, mais pour les premières fois, des fois, c'est intéressant. Alors, je vais commencer par vous présenter, dans le fond, l'animation de ce que ça fait pour mettre des mots sur ce que l'on observe. Je te laisse répéter, Craig. So that we won't ask you to go and create an account in Scratch today, although you're welcome to do that. But typically you'd go in the top right-hand corner, you'd create an account at scratch.mit.edu. And we'll repeat this after, but in the interface in the top left-hand corner, there's a little globe icon so you can choose your language of preference. And then again, if you're in there, you'll be able to save your project to the computer using the file on the top left-hand side, and we'll look at that more closely in the next slides. Alors, comme Craig le disait, on va vous inviter, si vous avez la présentation, dans le fond, à aller directement sur Scratch pour vous bâtir un compte. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous montrer, dans le fond, le programme et c'est une belle façon de commencer avec les élèves. On leur montre un programme qui fonctionne et on essaie de leur faire dire qu'est-ce que vous observez. Donc, s'ils sont capables de nommer ce que le programme fait, ça va les aider après pour faire un programme et comprendre quelles sont les commandes qu'ils doivent mettre dans le programme. Alors, le programme que je vous fais jouer, c'est le programme de la petite chauve-souris. Quand on arrive ici, si on veut faire une présentation que les élèves, on peut agrandir. La plupart des programmes commencent avec le petit drapeau. Alors, je vais faire jouer, vous pourrez observer. Vous n'entendrez probablement pas le son, mais ce n'est pas très grave. Alors, si tu veux prendre la parole, Craig. So Sonia is walking you through some of the steps, and it's interesting to note that the blocks have color. So regardless of the language of instruction of this workshop, hopefully you can follow along just with the colors of the blocks if you didn't, in fact, change the interface from French to English using the little globe in the top left-hand corner. Alors, une fois qu'on a fait vraiment qu'on a observé, qu'on a fait verbaliser des programmes comme celui-là, si on veut le faire, lorsqu'on arrive sur l'environnement de Scratch, on va aller créer un nouveau programme. Donc, en cliquant ici, comme Greg l'a dit tout à l'heure en anglais, une fois qu'on est rendu sur la page de Scratch, on peut le mettre dans la langue de notre choix en utilisant la petite planète. Alors, on a les mêmes blocs et les couleurs vont nous indiquer, dans le fond, je n'ai pas cliqué dessus, je m'excuse. Alors, les couleurs sont une bonne référence. Alors, c'est une bonne idée d'y aller. Je vais le laisser en français pour ma part. Donc, on voit les blocs qui sont ici à gauche. Au centre, c'est l'endroit où on va écrire notre programme. On appelle ça un script. Et à droite, ça sera notre petite animation. Donc, tantôt, ce qu'on voyait dans la chauve-souris, c'est parce que j'avais changé, dans le fond, le personnage et c'est ce qu'on va faire en premier lieu. So Sonia was just walking you through the interface a little bit. You can see where the script is written, the screen is broken down for you. So you have all your blocks on the left-hand side. You have your program that's being written in the middle, and then you have your canvas or your simulator area, if you wish, where you'll see your sprite moving around. OK. Alors, première des choses, lorsqu'on commence un programme, ce qui est bien important, c'est de choisir en premier son sprite. C'est la traduction qu'ils ont fait. Avant ça, on appelait ça un personnage, un lutin. Alors, le petit chat ici, c'est l'emblème de Scratch. Donc, par définition, il est là. Pour choisir le petit personnage, le script, on vient ici en bas, à droite.
et on peut aller chercher, dans le fond, dans une banque qui existe déjà. C'est ce qui fait qu'en dedans de quelques minutes, on va être capable d'avoir une présentation qui va avoir de l'air professionnelle. Alors, j'ai choisi la petite chauve-souris ici. Donc, une fois que je l'ai mis, on la voit apparaître. J'en ai deux. On comprend bien qu'en cliquant dessus, je peux enlever donc mon premier personnage parce que je vais garder seulement la chauve-souris. Est-ce que Craig, tu le fais tout de suite ou je fais l'arrière-plan avant que tu l'expliques? Bon, on peut continuer l'arrière-plan. We just saw the sprite being placed, and now Sonia is going to work on the background. Just to let you know where those are, your sprites. It's a little cat head icon in the bottom right-hand corner with a little plus sign next to it. And your background, again, on the right-hand side, it's under stage. There's an area called stage. You can see backdrops, and that's where you're going to put your background or your backdrop into your scene. Alors, comme vous avez vu, pour changer le personnage en français, on fait la même chose pour aller chercher dans la banque d'images. Alors, ça donne des représentations qui sont vraiment très variées avec des belles allures. On peut vous dire aussi que c'est possible de dessiner nos propres arrière-plans ou notre propre personnage ou d'importer des choses, des images qui sont personnelles aux enfants à la classe ou qu'ils ont fabriquées. Donc, au niveau de la créativité, on parlait de ça tout à l'heure, pour engager les jeunes, c'est une belle source de motivation. On commencerait donc le premier programme. Alors, si je vais faire verbaliser les élèves, souvent les élèves vont me dire, on voit la chauve-souris qui se déplace, on entend le son, on voit l'arrière-plan. Donc, on essaie de tout mettre ça en bloc et on essaie de les traduire. On voit ici les blocs bleus qui sont les blocs reliés au mouvement. Alors, ce qu'on veut, on veut que la chauve-souris se déplace. Alors, on pourrait décider de la faire avancer. Si on ne sait pas ce que le bloc fait, on peut appuyer dessus, puis on va le voir se tasser. Le 10 pas, vous allez voir que ce n'est pas beaucoup. Alors, dans le cas de ce programme-là, ce que j'avais choisi, c'est de glisser en 1 seconde en position aléatoire. Alors, elle se déplace. Alors, c'est mon premier bloc que je vais glisser. En deuxième bloc, une bonne habitude, c'est de commencer avec les blocs d'événements, donc de contrôle, qui sont les blocs plutôt jaunes. Et on voit que c'est les blocs chapeaux parce qu'ils n'ont pas la même forme. Alors, pour fonctionner, il faut emboîter les blocs. On voit bien ici la surbrillance en gris. Alors, une fois qu'on le fait, lorsque je vais cliquer sur le drapeau, le programme va s'exécuter. Je te laisse la parole, Craig. Oui, merci. So the motion blocks, the blue ones, we were just moving the bat into position. There was a program, not a program, but one of the blue blocks is called glide to a random position. So we did that to place our bat. And then we used event blocks, the yellowish ones, kind of the mustardy colored ones. We're choosing that to launch the program. So that actually those ones, it is to initiate a program, to start it. Alors, on a l'habitude aussi, au niveau pédagogique, de demander aux élèves de toujours avoir une première phrase qui va décrire à quoi sert le programme. Alors, c'est une habitude qu'on a prise avec les élèves. Alors, on prend les blocs apparence et le bloc dire, c'est pas dire avec des paroles, mais c'est bien comme une bande de bulles dessinées, donc de bande dessinée, pardon. Alors, on va pouvoir la glisser. Puis ce qui est intéressant, c'est que si je veux l'insérer avant le positionnement, j'ai juste à me placer. Les 2 blocs vont s'écarter et je vais pouvoir le glisser. Et là, c'est ici que je pourrais dire ce que je fais. Alors, je vous avais souhaité la bienvenue et je vous ai dit que ce programme sert, par exemple, à vous initier à la programmation. Alors, si je veux le voir fonctionner, je peux appliquer à n'importe quel moment. Je peux cliquer sur mon drapeau, ce qui fait que déjà, le programme, ça me permet de tester mon programme, m'assurer avant de faire un long programme qu'il fonctionne. Alors, c'est une bonne habitude à prendre. Je vais en profiter pour faire le deuxième bloc en même temps. Pour ceux qui le suivent en anglais, vous voyez que les couleurs sont les mêmes, les blocs sont passés au même endroit. Alors, c'est intéressant de pouvoir suivre et de faire la référence. Pour les blocs de son, on en a plusieurs ici. Si jamais on voulait la banque de son, elle n'est pas placée comme on avait tantôt pour le lutin, le sprite à la droite, pardon. Il faut venir, dans le fond, dans l'onglet son et on va avoir la banque de son. Comme on en a déjà plusieurs dans l'onglet code, je vais garder celui-là. Je prends le premier et j'ajoute donc le son ici de la chauve-souris, mais je pourrais changer mon son. Alors, je te laisse y aller, Craig.
So hopefully you could follow along visually, but Sonia was walking through the looks blocks, the purple ones. So that's the appearance, apparence in French, how things look, but it's also speech and thought bubbles because they can appear. So it's not sound just yet. Sound would be the pink blocks that you see, and we're starting to use those as well. They're pretty straightforward. They're just to indicate a sound in our program. And then we'll come back to our blue blocks afterwards. So on this occasion, we're using the looks again, and we're creating that speech bubble. C'est sûr qu'habituellement, lorsqu'on donne une formation avec main sur les touches, on a les commentaires, les questions. Là, dû au nombre de personnes et aux plateformes qu'on utilise aujourd'hui, c'est malheureusement beaucoup plus difficile. Mais si vous écrivez des questions, Christine, qui est à l'autre bout du clavardage, pourra peut-être donner quand même l'information et venir intervenir. Mais donc, c'est important que notre petit lutin ici soit bien mis en bleu pour montrer qu'on le programme. Là, dans le fond, on voit la petite chauve-souris qui se promène, mais elle ne fait pas de mouvement comme dans ma présentation. Alors, la façon de faire maintenant, c'est d'aller, vous avez vu tout à l'heure, je vous ai dit qu'on était dans l'onglet de code. Je vous ai montré celui du son, puis entre les deux, on a les costumes. La plupart des personnages viennent avec plusieurs costumes. Alors ici, on peut voir que la chauve-souris A, elle est dans cette position. La B, le costume B, ses ailes sont baissées. Alors, je vais indiquer dans mon programme que je peux changer, dans le fond, l'apparence de ma chauve-souris pour la faire changer de costume. Alors, j'ai prononcé le mot apparence. On va aller dans les blocs violacés et on va aller tout simplement dire, je prends un costume, je le place. Donc là, je suis avec un costume D. Si je reprends le même bloc et que je lui dis, par exemple, après le costume D, en utilisant le petit menu déroulant de la flèche qui est ici, votant sur le A, bien, il va basculer de costume une fois. Je te laisse aller, Craig. Merci. So we just walked through the costumes for our little sprites. So you can see on your interface, the bat sprite needs to be selected on your screen. So it's in blue. And then you'll notice 3 tabs in the top left-hand corner of your interface: code, costumes, and sounds. So if I click on costumes, or Sonia was clicking on costumes before, and we went into the looks blocks, the purple ones, most sprites come with about 4 different looks, so different costumes that you could toggle between, and that's exactly what Sonia just did in the purple blocks that you see on the screen in front of you. À toi, Sonia. Alors, ce qu'on peut voir maintenant, c'est que j'ai fait, dans le fond, un peu le programme. Ce qui me reste à faire, c'est de répéter ces actions-là. Alors, ça nous a permis de voir les blocs bleus de mouvement, l'apparence, le son, l'événement. Et le dernier bloc qu'on va faire pour ce programme-ci, c'est les blocs de contrôle. Alors, le bloc qu'on peut utiliser, évidemment, je pourrais le faire répéter indéfiniment. On va y aller un petit peu plus courtement. Donc, la répétition, c'est une boucle. Alors, il faut que je décide qu'est-ce que je veux répéter. Moi, je voudrais qu'ils disent bonjour, puis je vais répéter le reste. Alors, je le force. Dès que j'arrive entre 2 blocs, il comprend que c'est là qu'il doit se placer. Il va s'agrandir pour mettre tous les blocs à l'intérieur. Et mon programme, maintenant, si je le commence, il va rouler 10 fois. Donc, il va être vraiment complété. On termine en anglais, Craig, avec celui-là. Sure. We just saw a forever loop put in there. So in the orangish colored control blocks, we put the forever block, and you'll see that the blocks link together. So it's kind of fun. They're grayed out when they're not active, when they're on your canvas off to the side. But when you drag them into that forever loop, you can package many things together inside other blocks. So it's super easy to assemble, and you can use a forever loop or even a quantity, right? If you wanted to do this 4 times or 5 times, you can do that with the orange control blocks. Donc, ce qui est très agréable, c'est que lorsqu'on fait un premier programme comme ça, une fois que les élèves l'ont réussi, bien, on peut laisser, leur proposer un peu de temps pour varier leur programme. Donc, on a vu un bloc de chacun de ces 5 premiers-là, mais à la place de prendre le bloc glissé, on peut laisser le temps aux élèves pour aller explorer. Alors, chacun des blocs, qu'est-ce que ça fait si je mets ce bloc-là à la place? Alors, je ne vous ai pas montré si jamais je voulais changer mon bloc. Alors, si je veux en enlever un, supposons que je voudrais changer le bloc bleu ici, je dois le décoller, je dois le séparer
Et si c'est celui que je veux prendre et que je veux le supprimer, je peux tout simplement venir le remettre dans la colonne ici, alors à gauche, et je vais pouvoir en choisir un autre. Alors, je pourrais choisir un autre bloc et je vais venir replacer mes blocs dans la boucle. Alors, la poubelle, c'est au même endroit. Je peux donc supprimer les blocs et à ce moment-là, on invite les élèves à créer un programme semblable. Puis là, ils peuvent le présenter, dire, par exemple, qu'est-ce qu'ils ont observé lorsqu'ils avaient changé ou modifié un bloc. Alors, il n'est pas nécessaire de faire un enseignement systématique des blocs puis de toutes leurs fonctions. C'est vraiment une approche où on invite les jeunes à les découvrir en partant d'un modèle puis en observant qu'est-ce que ça fait et pouvoir établir des liens. On est vraiment dans la résolution de problèmes. Je suis persuadée qu'il y a des gens qui sont sur leur ordinateur et que le programme ne fait pas exactement la même chose que le mien. Alors, c'est vraiment une belle démarche pour faire la résolution de problèmes. So that here you got to see the trial and error nature of it, where we can just drag and drop blocks in and out. It doesn't have to be exactly as the teacher has modeled it. It gives the learner a chance to change some blocks, change some features. You saw Sonia drag blocks out back into the library and a little garbage can appeared. There's no worry that we're not deleting anything, even though it is a garbage can symbol. We're just dropping it back into the library to clean up our canvas a little bit. But so that it's definitely a trial and error thing and a lot of fun for students to interact with. OK, merci. Alors, je vais revenir à la présentation. Donc, on vous a mis une petite capture d'écran ici pour que vous soyez capable de le reproduire si jamais vous n'avez pas réussi à le faire au même moment que nous. On a mis aussi, bien sûr, la description avec le programme en anglais. Donc, c'est ce qu'on a fait comme premier programme. Alors, ça, c'est un programme qui permet, comme je le disais tout à l'heure, de faire des choses assez simples, mais en utilisant quand même la moitié. Notre but, c'est vraiment d'utiliser le plus de blocs différents possible. Alors, on va vous présenter un deuxième programme qui, celui-ci, utilise des blocs un peu différents et très, très apprécié en création, en art, parce que lorsque le personnage, le sprite, se déplace, on peut le faire écrire en utilisant l'extension stylo. Alors, je vais vous montrer ce que ça fait et par la suite, je vais expliquer comment on peut le faire. Alors, encore là, je vais prendre le temps d'ouvrir mon programme. Je vais mettre en pleine page. Et on va partir. Alors, l'intention, c'est d'utiliser le stylo et de le programmer pour faire une forme géométrique. J'ai l'habitude de demander aux élèves lorsque je suis en classe, je me mets en position avant dans la classe et je leur dis, pourriez-vous me dire quelle commande je devrais recevoir pour moi me déplacer et former un carré? Donc, essayer de verbaliser quelles sont les commandes à faire. Donc, ça, c'est une belle initiation. Et on va vous montrer donc comment le faire. Je te laisse traduire ce petit bout-là, Craig. Merci. So that you saw us move the sprite around, the cat was moving, that's one bit of coding. And then there's a piece where you can add a pen to your avatar or to your sprite as it's moving around, so you can actually leave a trail drawing. And that pen needs to be added through the extensions, and you can find those the bottom left-hand corner of the interface. There's a little icon there with a plus symbol, so you can add extensions. And just a side note, things like the microbit, a microcontroller, and the Makey Makey, which is kind of an invention kit, a console kit. These are other extensions you can add to Scratch, and that way you can move from a virtual simulation situation like we're doing online today to a more alive or a real actual simulation. You'd get to see the things happening on a separate device outside of Scratch. Alors, Craig a pris un petit peu d'avance sur moi, c'est merveilleux. Alors, tout à l'heure, on avait les 5 premiers blocs et pour pouvoir écrire, pour pouvoir utiliser le crayon, il faut venir en bas à gauche et ajouter une extension. Et c'est là que je vais cliquer sur le stylo et j'en profite dans le fond pour dire qu'il y a beaucoup d'autres extensions qui fonctionnent extrêmement bien. Autant de la synthèse vocale, si on veut que notre personnage, on veut s'enregistrer puis on veut qu'il parle, mais Craig parlait des Makey Makey, des microbits et de plusieurs robots que vous devez connaître, en tout cas pour quelques-uns. Entre autres, les Lego peuvent être programmés avec la plateforme Lego, mais aussi avec les blocs à la manière de Scratch. Alors, pour choisir l'extension, pour l'instant, moi, pour ce programme-là, j'ai tout simplement cliqué sur stylo et ça m'a permis d'avoir ici, d'habitude, dans la plateforme, on a seulement 10 blocs et là, j'ai les blocs spécifiques qui vont correspondre au stylo et qu'on va utiliser pour faire le programme.
Je te laisse aller, Craig. So that I was a little bit ahead of Sonia on the earlier one, but just to say that the pen feature, once you've added it, then it's a command you're going to add, pick the pen up, put the pen down, that kind of thing. So as your sprite is moving along, putting the pen down will put ink on paper, so to speak, and picking the pen up will remove it from it. Alors, encore là, sur la présentation, à la diapo 8, on vous a mis une petite capture d'écran pour vous montrer les blocs qu'on peut utiliser, mais il y a aussi évidemment plusieurs façons, donc il y a plusieurs solutions à une même question, donc favoriser la créativité. Souvent, les élèves vont nous dire, par exemple, bon, ben avance, tourne. J'ai défait les blocs ici pour vous montrer que on peut préparer aussi des programmes où on va donner les blocs nécessaires aux élèves. Donc, j'appelle ça un peu les morceaux de casse-tête et ils devront décider dans quel ordre ils les associent, ils les attachent. Donc, ça peut être une belle façon d'introduire la programmation et que les élèves n'aient pas à fouiller dans toute la banque de blocs. On peut les sortir et les isoler. Alors ça donne quelque chose aussi d'assez intéressant. Alors, les élèves nous auraient probablement dit « avance, tourne, avance, tourne, avance, tourne ». Et là, ben, ça peut être intéressant de leur faire voir qu'on a une répétition, hein, la boucle qu'on a utilisée dans le premier programme, on a une répétition, faire chercher le motif, ce qui est une compétence en mathématiques, en géométrie. Alors ça peut être intéressant pour raccourcir le programme. Lorsqu'on raccourcit un programme, donc lorsqu'il nécessite moins de blocs, il est plus efficace. Donc, c'est vraiment une bonne façon de travailler. C'est sûr que notre programme n'est pas très long, mais dans le cas des gens qui travaillent en programmation, les programmes sont excessivement longs. Donc, on essaye souvent de les rendre plus efficaces, donc de trouver les répétitions, les motifs. Et donc, les deux programmes feraient à peu près la même chose. Je te laisse aller, Craig. So you see two programs on the interface that Sonia is sharing with you. The one on the right-hand side is building up to the point where the pen is actually going to draw. So we first programmed our sprite to do the motion, to move forward, to turn, move forward, turn, and so on, to walk through it. So that might help a learner understand the motion that's taking place before we jump to a place where we're going to actually attach a pen to it. If we wanted to start at the end result of take the pen and draw something, that might be a big leap for somebody learning this in the beginning. And so we give them blocks perhaps to start with. We let them piece them together so they get familiar with the motion and comfortable with it. And then we'll build on that by adding the pen to it and so on. Alors ici, j'en ai profité pour vous montrer que dans les blocs événements, on n'est pas obligé de faire partir un programme avec le drapeau. Je l'ai fait partir avec la barre d'espacement. Ce que je veux vous montrer, c'est que lorsque je clique sur ma barre d'espacement, mon programme, il fonctionne présentement. On ne voit pourtant pas le chat bouger. Et c'est que je dis souvent aux élèves qu'un ordinateur, ce n'est pas nécessairement très intelligent, mais c'est très puissant. Il traite tellement rapidement mon programme que je ne vois pas le chat se déplacer. Si à la maison, votre système est un peu plus lent, peut-être que vous allez le voir. Dans mon cas ici, je ne le vois pas du tout. Et c'est pour ça que j'ai sorti des blocs attendre. Et souvent, ça peut être une belle façon de faire voir aux élèves qu'il faut ralentir le programme pour avoir la chance de le voir. Alors, si j'appuie maintenant sur ma barre d'espace, vous allez voir que vraiment, mon chat se déplace. Il repasse par-dessus la même forme, mais quand même, on voit qu'il se déplace pour vrai. Alors ça, c'est un truc très important, une astuce de résolution de problème. Parfois, il faut ralentir le programme en ajoutant dans les blocs de contrôle le bloc attendre et on peut mettre des nombres décimaux si on veut. Alors, c'est à nous de fixer le temps. So just a quick troubleshooting issue that we try and relay to the learners is the speed of the commands needs to be controlled because a command will happen over another command if we don't put gaps in between. So sometimes we have to slow it down so that it doesn't come across as a stutter or a flash, but the commands actually go sequence by sequence in a timely manner. Alors là, on est capable de faire un carré, comme je le disais, ou une autre forme géométrique, bien sûr, parce que ça présente des défis un peu plus complexes. Et je vous ai dit qu'on pouvait faire observer donc que ce programme-là pouvait être dans une boucle. Alors là, j'ai sorti en cliquant ici sur stylo, parce que j'ai mis l'extension, comme je le disais tout à l'heure, en allant en bas. Et pour donner toutes les commandes,
il faut bien sûr mettre le stylo en position d'écriture. Il faut décider de quelle couleur. Alors, je l'ai pris ici. Il faut lui donner une taille. Et si je veux voir que le stylo, dans le fond, se déplace, là, il se déplace toujours à chaque fois par-dessus. Alors, ce que je vais faire avec mon drapeau, c'est que je vais lui demander comme première commande, efface le stylo, mets-le en position d'écriture. Et par la suite, je vais recentrer. J'avais décidé de recentrer parce que des fois, mon chat, il finit par sortir de l'écran. Fait que je lui avais donné une position. Et ça, c'est intéressant parce qu'on peut traiter encore là, je m'occupe beaucoup des formations en lien avec les mathématiques. Alors, ça nous permet d'expliquer le plan cartésien. On a ici, dans le fond, la valeur du plan cartésien. Donc, on pourrait travailler avec des coordonnées pour pouvoir déplacer. Si j'applique une fois sur mon drapeau maintenant, on va voir ce que le chat va faire. Et donc, mon petit chat va se promener, puis on voit que le carré se retrace, puis on a enlevé l'ancien. Alors, ça peut être plus intéressant de voir qu'il le fait réellement. Alors, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à écrire à Christine si on est capable de répondre à certains éléments. Mais sinon, notre intention, c'était de faire une démonstration des différentes possibilités. Alors, ça se ferait le tour pour l'instrument géométrie. Je te laisserai terminer pour celui-là avec Craig et je vais changer après, je montrerai le programme en anglais. Okay, so just to summarize quickly, I guess, is just with the pen tool at the beginning of the program, Sonia put in an erase all at the beginning so that each time we click on the event, when the flag is clicked, when the green flag is clicked or go, we want to erase everything so that we start fresh with a fresh canvas. Then the pen goes down and starts all over again. Alors ça, c'était notre petit programme. Je vais revenir à la présentation. Donc, faire un carré, comme je dis, c'est assez simple, mais ça peut être très intéressant par la suite de dire de demander à nos élèves de tracer une autre forme. Puis là, ben, on peut faire la différenciation pédagogique. Ça, c'est intéressant. Tracer un rectangle, c'est plus facile que de tracer d'autres formes. Donc, si on a des élèves qui veulent commencer par le rectangle, on respecte ce choix-là, mais on peut aussi donner des petits défis. On ne montrera pas tout aujourd'hui, mais quand même, il y a moyen d'aller très, très loin. Et lorsque les élèves sont capables de décider de la longueur des angles, ils sont vraiment en train de définir leurs caractéristiques et de décrire les propriétés, dans le fond, des formes. Alors ça, c'est une atteinte du programme en mathématiques. Et on peut faire beaucoup d'art en réalité avec tout ça. Alors, c'est intéressant. On a mis les mêmes consignes, bien sûr, pour l'anglais. Alors, je vais aller au troisième programme. Ah, avant ça, je vous ai montré des défis parce que là, on est resté dans des formes géométriques très simples, mais au niveau du secondaire, il y a aussi des grandes possibilités. Scratch permet vraiment ça. Alors, on vous a mis, par exemple, en utilisant la relation de Pythagore pour calculer les angles, les côtés et même avec la loi des sinus, on a plein de ressources en mathématiques, entre autres, mais pour autre chose. Mais pour la géométrie, on fait beaucoup de liens entre les arts et la mathématique. J'ai oublié de te laisser là, Craig, vas-y. Ça va, c'est parfait. Il y a des questions dans le chat qu'on peut peut-être répondre. So we can answer some chat questions maybe later with the Q&A, but we'll keep them in a parking lot, so to speak. On va les adresser à la fin. OK, pas de problème. Puis on a les ressources, fait que vous allez bien les voir. Alors, pour le troisième programme, je fais encore des liens. C'est sûr que dans le premier programme, c'est très facile avec la chauve-souris d'aller introduire la conversation. Donc, on peut aller vers les langues, faire des récits, faire des exercices au niveau de la langue, mais au niveau mathématique, je vous montre un programme qui est très simple, qui est le programme de faire la somme de deux nombres. Je dis souvent que faire ce programme-là, si notre intention, c'est juste que l'ordinateur calcule la somme de deux nombres, ce n'est pas tellement intéressant parce que c'est beaucoup plus rapide avec une calculatrice. Mais si on fait l'exercice de faire l'addition de deux nombres et qu'on utilise ce programme-là pour aller un peu plus loin. Donc, ça peut être pour l'élève décide des nombres, valide c'est quoi sa réponse, est-ce que sa réponse est bonne. Donc là, on pourrait faire des jeux pour pratiquer les fameuses tables d'addition, de multiplication. Mais aussi, il faut voir que à place de faire l'addition de deux nombres, après, on peut complexifier. On peut faire
la somme de 3 nombres, 4 nombres. On pourrait aller vers le calcul des produits. On pourrait faire calculer les taxes. On pourrait faire des moyennes à partir de 2, 3, 4 nombres. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités où on part avec la même structure de programme, puis on peut le changer. Donc, ça, c'est intéressant parce qu'on n'a pas à refaire un programme complet. On va juste changer certains blocs, certaines commandes. Alors, le programme de la somme reste un programme à la base qui est très intéressant. Ma collègue en avait fait même un guide, si vous cliquez sur le mot ici, pour des défis différenciés. Elle pensait en secondaire 1, c'est une activité qu'elle a fait, mais même à partir de 5e, 6e année au 3e cycle, ça pourrait être cohérent. Alors, on part le programme et je te laisse l'expliquer, Greg. D'accord. Alors, je vous fais la petite démonstration. Mon personnage, comme je disais, je prends la peine de lui faire dire l'intention. Donc, on va aider à additionner 2 nombres. C'est l'élève ici qui va choisir 2 nombres. Ça peut être des nombres entiers, ça pourrait être des nombres décimaux. Alors, on prend ce que l'on a et on voit qu'ici, je les ai fait afficher pour m'aider. Alors, comme je disais, faire seulement dire au petit chat quelle est la réponse, c'est peut-être pas un programme où on gagne beaucoup d'efficacité, mais c'est la base pour pouvoir aller beaucoup plus loin. So the endless possibilities with math. You can see we had used the sensing blocks, those turquoisey ones where we can ask and answer. So there's input from the user. And then the operator blocks, we're able to use commands like and or greater than, less than, subtract, multiply, divide, all those kind of operations that we can do. So the learner is learning math as they're building it, certainly to create the blocks that will provide the correct answers. J'en ai profité pour aller à l'intérieur du programme, vous montrer qu'on peut utiliser la loupe avec nos élèves. Si vous présentez avec un canon, là, de prendre le temps d'agrandir les blocs. Alors, c'est une bonne habitude. Ce programme-là, notre intention, ce n'est pas de le faire au complet. Je vous en fais une démonstration, puis on a fait une capture d'écran. Tout à l'heure, je vous disais que mon premier programme nous faisait faire pas mal le tour des 5 premiers blocs. On a vu aussi l'ajout avec le crayon. Celui-ci va vraiment travailler les 3 prochains. Donc, dans les blocs bleu pâle, c'est les blocs de capteurs. En réalité, c'est qu'on pose une question à l'utilisateur. Alors ici, je lui demande quel est le nombre 1. La personne va entrer le nombre 1 et il va falloir dire à l'ordinateur, quand la personne répond, la réponse, elle veut dire quoi? Alors, c'est vraiment les blocs bleus, puis on dit souvent que les élèves, quand on pose une question, on attend une réponse. Alors, on a les 2 blocs qui sont ici, qui sont utiles pour ça. Alors, ça, c'est la particularité pour poser des questions, donc que l'élève devienne, qu'il fasse l'interaction avec son jeu. Je te laisse aller, Craig. Merci. So here we're letting the programmer choose the dialogue. So when we use the purple block to say, we typed in a question and Sonia typed in, je vais t'aider à trouver des réponses. So that's the beginning of the process. So the person knows to indicate the number. They're being asked with the turquoise sensing block, what is the number what is number 1 that you need to put in? It gets put in and everything gets sorted out. It gets accepted. We do it a second time. Once number 1 is inputted by the user, then what is number 2 gets asked with the next ask turquoise block, and so on. Things are being set with the variables that we put in, and you can see the little ovals fit inside. I think we mentioned that earlier, that the blocks nest together quite well. So they could be empty ovals, but I can drag and drop the answer oval inside to the variable one that you can see in there. And if you're playing at home, hopefully you're able to drag and drop these things, and that's the whole concept. You walk through the process, and then at the very end, we get a calculation happening. Again, a purple looks block and will say the answer, the solution. In this case, it's the sum of the number 1 and number 2.
Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, ou en tout cas, je suis passée rapidement, mais toutes les parties qui sont en blanc, on peut les modifier. Donc, on peut vraiment modifier la phrase. On peut modifier le temps aussi, si on veut que les élèves aient plus de temps pour lire. Donc, c'est ce qui m'a permis ici d'écrire la question. Craig a commencé à parler de la variable. Alors, j'ai utilisé la variable pour faire ça. Donc, il faut vraiment aller ici pour créer une variable. On lui donne un nom. Alors là, je vais mettre autre chose parce que le produit, je vais être sûre de ne pas me tromper avec les mêmes termes pour ne pas avoir le... Alors, on voit apparaître ici les variables que j'ai produites. Alors, je vais la supprimer. Alors, j'ai produit la variable du nombre 1, du nombre 2 et la somme. Donc, quand je disais, on a posé une question à l'utilisateur a répondu 34, le nombre qui est ici. Alors, je lui dis, ça correspond. Alors, mettre, c'est une égalité. La réponse de l'élève correspond au nombre 1. Je répète qu'on n'avait pas d'attendre que vous soyez en train de faire exactement le même problème en même temps. On fait plus l'analyse du programme. Ça fait partie d'une belle démarche aussi pour enseigner la programmation. Observer, essayer de comprendre ce qui se passe. On a fait la même chose ici. Donc, une deuxième question, ça correspond au deuxième nombre. Donc, ça, c'est la variable. Et j'ai créé la variable somme où je veux qu'on additionne nombre 1 et nombre 2. Ça me permet d'aller ici dans les opérateurs, donc les blocs verts qu'on n'a pas vus. Et ça peut nous donner beaucoup de possibilités au niveau de la programmation. Là, c'était une addition. Vous voyez que la forme n'est pas pareille. Hein? Ce n'est pas un bloc que je peux venir mettre en dessous ici, venir emboîter. C'est vraiment un bloc qui est plutôt ovale, donc je dois le mettre dans un espace qui est ovale. En rentrant par la gauche ici, on voit qu'il va l'accepter parce qu'il est en surbrillance. Alors, on a des phrases et j'ai fait un petit regroupé qui est un bloc qui nous dépanne beaucoup ici dans le vert. Il nous permet de mettre deux informations. Alors, si je vous fais repartir le programme, vous allez voir, il affiche comme des caractères. Je lui dis affiche la somme est et il affiche par la suite la réponse de l'addition. Je pourrais aller un petit peu plus loin pour que l'élève rentre la réponse et valider. Si la réponse est bonne, je lui dis bravo. Sinon, je lui donne la bonne réponse, puis je l'amène à s'entraîner, par exemple, en addition. Alors ça peut être très, très intéressant. C'est les blocs un peu plus complexes qu'on prend, mais qui viennent rapidement. On appelle les blocs de conditions. Alors, les blocs de conditions, on les voit ici dans les oranges. Si ta réponse est bonne, bravo, on met un bloc. Si ta réponse n'est pas bonne, on peut afficher autre chose. Et là, ça donne vraiment une intention très, très intéressante au niveau du jeu pour l'élève. Je te laisse aller, Craig. So that was the visual for what I was mentioning before, but you saw how Sonia created the variables. Those need to be created because they don't exist. We'll name them for our purposes and what our needs are. And what was the last bit? Oh, the if-then command. So if at the end, if we want to give feedback, whether the end user, when they're typing in their answer, if it's correct or incorrect, we could use the control blocks, those orangey ones, and we can use if-then. Sonia had to drag those onto the screen. So if answer is correct, then feedback. We could put a speech bubble in there or congratulate the accurate answer, or we can indicate try again, something along those lines. So we can build on the program that way to give feedback instead of just being a calculator. It's a bit of a questioning thing where they can get feedback whether they're right or wrong. Alors, je vais revenir à la présentation. Comme je le disais au début, notre intention de faire une addition de deux nombres n'est pas le programme le plus riche si on ne fait que ça. Ça pourrait se faire par une calculatrice, mais on peut voir un petit peu plus le potentiel avec des problèmes plus complexes et ça nous permet d'utiliser les blocs capteurs et réponses qui sont des blocs qu'on n'avait pas utilisés encore. On vous a fait la traduction aussi au niveau des possibilités, évidemment, en anglais. Je prendrai peut-être quelques minutes pour que Christine nous parle des questions qu'elle pense qu'on peut répondre maintenant. Et par la suite, on pourrait faire la présentation de comment on peut recueillir les programmes avec nos élèves. Alors, Christine, on te laisserait à la parole. Oui, on a une question pour la création de comptes. Alors, j'ai envoyé un petit courriel avec les liens. On peut créer
un compte pour les profs et puis inclure ses élèves dans une classe, ou si on peut créer un studio. Les renseignements vont être envoyés par courriel, mais aussi on peut les mettre dans nos fichiers. Alors, le studio, c'est intéressant parce que vous pouvez voir les projets qui sont partagés dans le studio des autres et rentrer dans le projet pour voir le progrès, la progression là, des programmes des élèves. On avait une autre question aussi pour donner un exemple de l'utilisation de Scratch dans les langues, au primaire et au secondaire. Je ne sais pas là, si on a des petits des astuces là, à partager pour l'utilisation dans les langues. Oui, on a, là, je cherche juste, je sais qu'on en a remis beaucoup. On va avoir à la fin de la présentation une fiche à la diapo 18, nos ressources. Alors, on a des exemples avec des Padlet où on a plein d'exemples qui sont faits à tous les niveaux, donc au niveau des langues. Et dans le fond, il y a 3 auto-formations complètes sur Scratch, tellement qu'on le trouve important dans le campus Rici. Il y en a une qui s'appelle Scratch pour tous, donc on touche toutes les matières. Il y en a une au niveau de la mathématique où on touche des programmes simples, beaucoup de programmes comme je viens de faire, particulièrement pour le primaire. Et il y a une Scratch en mathématiques plus avancée pour les notions de mathématiques au secondaire. Donc, tout ça dans les auto-formations, là, vous allez pouvoir aller sur le campus Rici, c'est gratuit, vous créez un compte et voir toutes les ressources sans problème. Alors, on vous donnera des exemples. J'ai cru voir aussi quelqu'un qui parlait, est-ce qu'on peut faire des choses avec la musique? Alors, oui, la musique, entre autres, au niveau des sons, les jeunes pourraient enregistrer leurs propres sons. Alors, ils pourraient avoir du travail au niveau de l'édition. On a vraiment à utiliser le petit micro. Donc, c'est tout à fait possible. Et en plus de ça, il y a, attendez un petit peu, si je reviens ici, en plus de ça, dans l'extension, il y a une extension spécifique à la musique. Alors, il y a des choses qui sont intéressantes à explorer par rapport à ça. So Sonia just showed the music extension. One of the questions in the chat was, is it possible to use Scratch in music? Absolutely. There's sounds that are possible. There's a bank of sounds that students can employ in sequence. And there's also recording. They could record their own voice. They could make music and add it into it. And so that lots of possibilities for music for sure. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Christine? Non, c'est beau pour l'instant. OK. OK. Alors, dans le fond, on vous donnera le lien de partage au niveau, comme je dis, il y en a plusieurs au niveau des ressources. Une des choses qu'on a remarqué depuis quelques mois, c'est que là, les profs travaillent à distance. Donc, si on est sur un ordinateur, on peut enregistrer un programme directement sur un ordinateur, mais ce que plusieurs enseignants utilisent actuellement, c'est qu'ils utilisent leur environnement numérique d'apprentissage, donc que ce soit avec du Classroom, avec du CISA, Classe Dojo ou n'importe. Et on peut demander aux jeunes, dans le fond, de copier le lien de son programme dans un formulaire. Alors, on a mis ici un formulaire en français et en anglais pour ceux qui utilisent plus la suite Google ou ceux qui utilisent davantage la suite de Microsoft. Alors, on demande à l'élève de mettre son nom et de coller son lien. Fait comme ça, on peut avoir dans un fichier, dans un tableur, tous les programmes de nos élèves. Alors, c'est une façon de le présenter parce qu'on n'a pas de tableau de bord en temps direct qui travaille comme d'autres outils, mais ces formulaires-là, vous pouvez, dans le fond, quand vous l'ouvrez, ça va forcer une copie pour s'assurer que vous ayez la ressource dans vos documents à vous, selon la suite que vous préférez. Donc, c'est une façon d'utiliser, de récupérer les programmes de vos élèves. So for saving programs, we were talking about saving them to the computer that you're working on. And with our reality of working from a distance now with our remote learners, it's fully integratable with Google Forms and Microsoft Office 365, so that our classrooms there, we can save resources. So when students make a Scratch program, they can connect it directly to your Google Classroom or to your Office classroom.
Donc, il nous reste quelques minutes pour expliquer un peu c'est quoi la communauté de pratique des Scratch Educators Meetup. Donc, le programme de Scratch a été développé par le MIT, Massachusetts Institute for Technology. Donc, ils ont développé la programmation Scratch. Puis ensuite, Harvard University ont développé la partie on l'appelle Educators. Donc, pour les enseignants, il y a beaucoup de ressources qui ont été développées pour l'enseignement avec Scratch. Et ils ont aussi développé une communauté de pratique autour de Scratch. Donc, c'est vraiment une structure de développement professionnel parce qu'on ne se le cachera pas. C'est sûr qu'on manque beaucoup de temps pour aller chercher notre développement professionnel. Souvent, c'est des ateliers comme aujourd'hui d'une heure où vous apprenez beaucoup, beaucoup de choses. Il n'y a pas beaucoup de temps pour explorer. Ça se termine là. Bien honnêtement, la recherche le démontre. Il n'y a pas beaucoup d'impact sur la pratique quand c'est du développement professionnel très rapide. Donc, la structure qu'on promouvoit, c'est vraiment de créer une communauté de pratique autour de Scratch. Alors, pour le moment, c'est une fois par mois. On se rejoint virtuellement et on est plusieurs enseignants et CP. On se rencontre en ligne et on discute de Scratch. Donc, on réseaute ensemble, on planifie des activités, on partage ce qu'on fait en classe. On apprend ensemble. Si jamais vous voulez brancher des périphériques, des makey-makey, toutes sortes de possibilités avec Scratch. Et on partage nos réflexions. Donc, vous ressortez d'un meet-up avec une banque de ressources, avec des amis scratcheux, d'autres passionnés, que vous soyez débutant, intermédiaire, avancé. C'est un peu comme un headcamp autour de Scratch. Donc, c'est vraiment du développement professionnel continu. So, for in English, Scratch was developed by MIT, the Massachusetts Institute for Technology. However, Harvard University developed the educator part of Scratch. So lots of resources and tools for teachers. A few years ago, they developed this awesome community of practice called Scratch Educator Meetups. So what they are actually, we all get together virtually online. For now, it's once a month. We'll see if we change the frequency, maybe because there's a lot of interest. And we discuss. So for about an hour and a half, it's like an ed camp around Scratch. So you're going to network with other teachers or consultants. We're going to share what's being done in classes. We'll share ideas of projects. We'll also explore different themes. For example, if you want extensions or makey-makeys with Scratch, we could walk you through that, or other teachers could discuss what's being done, and we'll reflect and we'll share. So you leave a Scratch meetup with tons of resources. And like I was saying in French, research shows that brief, one-time, 1 hour PD has little impact on practices. Like, it's ideal because we don't have a lot of time for PD. However, that's why we created this community of practice with Scratch. So it's really a continuous PD structure for everyone. And could you just go to the next slide, please? So what it looks like, I'll keep going in English. What it looks like, so we're building this community of practice. You'll get to know, usually we're about 30 to 50 educators that we divide in different breakout rooms. So we'll get to know each other. Then we establish themes together. So we're not gonna impose the themes. It's really, we'll make a Padlet all together and we'll look at what's the interest tonight, what do we wanna discuss? And then we'll break out in smaller rooms and we'll discuss the themes. After that, we really like to share and know what went on in the other breakout rooms. So we always have a collaboration document where we share, and then people open their cameras and say what they thought or what were their main takeaways. Alors, pour en français, un meet-up dure environ 1h30. En quoi ça consiste? Il y a vraiment 4 étapes. Donc, on crée une communauté de pratique. On est environ 30 à 50 enseignants ou CP en virtuel. Donc, on apprend un peu à se connaître. C'est sûr qu'à chaque mois, il y a les mêmes membres qui reviennent. Il y en a toujours des nouveaux, et des anciens. C'est à la EdCamp, comme je mentionnais tout à l'heure. Donc, on crée un Padlet, puis on n'impose pas de thème aux rencontres. Donc, c'est vraiment les participants qui arrivent, puis qui décident, ce soir, j'aimerais vraiment apprendre à brancher mon makey-makey avec Scratch. Ou qu'est-ce que je pourrais faire en langue en classe. Donc, en fait, lors du dernier meet-up, il y avait beaucoup d'enseignants en langue et des CP. Donc, on a discuté des possibilités. Ensuite, selon les thèmes qui émergent du Padlet, on va créer des sous-groupes et on partage en sous-groupes. On revient toujours en grand groupe et on partage ce qui a été fait dans tous les sous-groupes. Donc, il y a énormément d'informations, de partage de projets et de collaboration. Puis, à la fin de la rencontre, vous repartez avec le document collaboratif, donc beaucoup de liens vers des projets et toutes les réflexions qui ont eu lieu. Notre prochain meet-up, c'est le 27 novembre. Vous pouvez vous enregistrer dès l'instant si ça vous intéresse parce que les places sont limitées à 50. Donc, dépêchez-vous parce qu'elles se remplissent quand même assez rapidement.
lorsque vous aurez accès à la présentation ou sinon dans le clavardage, cliquez sur participer et ça va vous diriger vers la page des Scratch Ed Meetups. So our next Scratch Ed Meetup is actually Friday, November 27th. If ever you are interested, hurry up to register. Someone will add that in the chat, or you could also find the button in our presentation. Places are limited to 50 teachers, and quite honestly, they fill up very quickly. So if you're interested, hurry and press that button. So we look forward to seeing you on November 27th. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il existe 3 auto-formations sur le site du campus RICI ou qui peuvent vous permettre d'avancer. C'est sûr qu'en 1 heure, on ne fait pas toutes les connaissances au niveau du Scratch. Aujourd'hui, notre souhait primordial au départ, c'était de faire un Scratch Meetup, donc d'appliquer, mais lorsqu'on nous a parlé du nombre de personnes, on a choisi de faire une présentation un peu plus traditionnelle et de vous présenter le Scratch Meetup puis de vous inviter à vous joindre à nous le 27 novembre ou à une date ultérieure si vous êtes intéressé. Je vous ai dit qu'il existait plusieurs ressources. Alors, si vous cliquez ici sur la fiche de ressources, il y en a beaucoup en français et en anglais. Donc, vous pourrez faire le tour des ressources pour avoir des exemples en langue, en musique, etc. Et on terminerait la présentation, dans le fond, en vous disant que, pardon, aujourd'hui, je n'ai pas changé le bon ordinateur. Alors, vous pouvez obtenir dès aujourd'hui un badge de participation pour avoir participé à notre atelier, alors de journée du numérique en éducation. Alors, lorsque vous allez en cliquant sur le lien ici, on va vous demander de nous donner une information que vous avez retenue. Ça va être donc le devoir à faire, la tâche à faire, et vous recevrez par la suite dans le campus RICI vos badges. C'est sûr que pour recevoir le badge, on vous demande de vous créer un compte. Vous pouvez prendre votre adresse professionnelle ou personnelle à votre choix et ça vous permettra, dans le fond, comme je dis, les instructions, c'est juste de nous donner une information de quelque chose que vous avez appris aujourd'hui. Craig? Oui, est-ce qu'on peut reculer au diapo précédent, s'il vous plaît? So Sonia was just mentioning that there are a lot of resources for Scratch out there. These are some that we've compiled and made available for you, and so they're available in French and in English. So that all of our resources are in there. Et prochaine diapo. And there is a badging system available with Campus RICI, and the formation that you have participated in today makes you eligible for this. So if you'd like to receive your badge for today's training, it's available. You will have to use your professional email address to create an account, and then you'd be able to collect this badge for your participation today. Alors, on terminerait en vous disant merci. Merci d'avoir passé cette heure avec nous. Merci d'avoir participé à la journée du numérique en éducation. Merci de partager votre développement professionnel. Si vous avez le goût qu'on donne des formations à vos collègues, bien, vous pouvez vous adresser pour les commissions scolaires francophones à l'équipe du RICI MST dont je fais partie. Et si vous souhaitez avoir une présentation en anglais, c'est les gens de Learn qui vont donner les formations. Alors, on est des gens libérés de nos tâches d'enseignement pour faire la formation. C'est gratuit, on se déplace ou on les fait en virtuel comme on le fait depuis quelques mois. Alors, on vous invite à nous écrire pour d'autres questions et on essaiera du mieux possible de vous fournir les réponses à vos questions et de vous accompagner dans vos milieux. So we just want to thank you for joining us today. Our contact information is throughout the presentation that you have access to. So if you want to contact any of us, feel free to do so. If you want to continue this PD journey with us, we'd be happy to hear from you. So you can contact us through the presentation and the links that we've provided. Thank you. Merci et bonne prochaine présentation. Bonne fin de journée.